Bah, vous avez l'image de l'école. Est-ce que c'est pas des bonnes conditions de travail? Est-ce que c'est pas un joli bâtiment dans lequel on a un peu envie de venir? Et donc, je vais vous proposer de faire un tour d'abord justement par l'école. Donc, l'école, c'est Lorient et Vannes, hein, vous le savez sans doute, c'est 5 spécialités d'ingénieurs. Et c'est malgré tout une école encore à taille humaine, hein, où on connaît tous nos élèves. Et moi, ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est la spécialité génie industriel. Et j'imagine que si vous êtes là, vous savez ce qu'est le génie industriel, bien entendu. C'est traditionnellement l'organisation de la production, hein, de la production classique. On imagine comment dire, on imagine des brioches, on imagine des voitures, des trains, etc. Mais aujourd'hui, la production, c'est des produits, mais c'est aussi des services, hein. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Bien évidemment, vous savez que la production, depuis Ford et Taylor, ça a bien évolué avec tout ce qui était automatisation, robotisation, recherche de qualité, hein, voilà. Mais également, on en est à ce qu'on appelle la 4e révolution dite industrielle. C'est pour ça qu'il y a le génie industriel 4.0, avec la digitalisation. Alors, la digitalisation des flux, la digitalisation, les accès aux formations, on va traiter énormément de données, des données qui vont être en résidentiel ou dans le nuage, hein, ça vous le savez, et puis sur les process de fabrication, sur l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le génie industriel 4.0, il permet plein de choses aujourd'hui. Il permet plein de choses sur lesquelles on n'arrête pas de travailler. Une production plus flexible qui permet de s'adapter à la demande en temps réel. La notion de traçabilité est très importante. Vous avez sans doute entendu parler de quelques scandales de viande pas correcte, etc., dans des plats de lasagne. Donc, on peut savoir où et quand a été fabriqué le produit, mais aussi comment. À cela s'ajoutent des contrôles de sécurité tout au long de la fabrication, ce qui permet de rappeler un produit en cas de défaillance. On a des machines aussi, hein, sur le process de fabrication qui sont capables d'appeler elles-mêmes leurs dépanneurs et permettre à des gens de les dépanner à distance, hein. C'est la maintenance prédictive. Voilà, on peut scénariser aussi le cycle de production, le client qui veut quelque chose et puis il veut une autre couleur, il veut changer d'emballage. Tout ça, c'est possible avec la production flexible. Un autre point aussi qui est très important dans le monde dans lequel on vit, c'est le fait d'être frugal, c'est-à-dire économe, c'est-à-dire essayer de mieux mesurer la consommation et dans l'optimisation de la production, optimiser aussi ce qu'on consomme. Et on a des projets et des missions extrêmement importantes de la part de nos apprentis sur notamment la consommation d'eau, la consommation d'énergie, hein. Donc tout ça, c'est le génie industriel. Alors, je vais faire défiler ma diapositive. Si, elle ne veut plus. Voilà. Donc, le génie industriel 4.0, c'est tout ce que je vous ai montré, c'est la digitalisation, mais c'est aussi répondre aux enjeux de demain avec ce que je vous disais, avec pour objectif réduire l'impact environnemental, toujours innover, hein. Donc, digitaliser l'industrie, vous avez sans doute entendu parler de RP, MES, hein, quelqu'un en Clio ici, hein, voilà. Et également valoriser l'humain et en gérant, très important, les risques industriels. Voilà. Donc j'en arrive tout simplement au génie industriel 4.0 à l'NCBS, c'est-à-dire à quoi on forme. Alors,
bien entendu au génie industriel classique que l'on appelle la maîtrise des flux et des processus. C'est la production, c'est le lean, c'est l'amélioration continue, c'est l'ordonnancement, enfin voilà, c'est l'optimisation de la production et des flux. C'est la maîtrise des risques industriels. Entendu parler de l'usine à Rouen qui avait, voilà, tout ça, ça fait partie de la formation, des risques technologiques et surtout prise en compte des enjeux humains, l'homme au travail extrêmement important, l'ergonomie, ça fait partie de nos enseignements. Et enfin, le troisième grand volet lié au cœur de métier, c'est la maîtrise des outils de l'usine numérique. Et ça va, c'est très vaste ces outils, ça va, qui dit outils numériques, dit cybersécurité. Cybersécurité industrielle, dit objets intelligents, dit cobots, dit robots, etc. En plus du traitement de la donnée. Évidemment, il y a un socle, tout ingénieur et tout ingénieur NCBS en particulier, doit savoir conduire des projets, travailler en équipe, ce qu'on appelle le management opérationnel, et l'école souhaite que tous ces ingénieurs se comportent de manière professionnelle, agile et responsable. Donc là, on va trouver évidemment du développement durable, des facultés d'adaptation, d'autonomie, des tas de qualités qui seront dispensées de manière transversale dans l'ensemble des matières. Voilà. Quelques métiers, alors quelques entreprises hein, qui accueillent actuellement des étudiants. Alors, vous pensez bien, on ne peut pas les mettre tous hein, sur une diapositive. Hein, donc, on a essayé de mettre des secteurs représentatifs. J'en reparlerai, j'en redirai un mot tout à l'heure. Et puis, les métiers. Donc, c'est ingénieur responsable de production, chef de projet industrialisation, ordonnanceur, amélioration continue, qualité, ingénieur hygiène, sécurité, environnement. Hein, je vous ai dit que c'était un des volets, responsable logistique, et puis ingénieur projet sur la transformation digitale. Donc on va trouver tous ces métiers. Alors là, évidemment, je n'en ai mis que quelques-uns. Et donc notre formation se suit sur les 3 ans du cycle ingénieur, 3e, 4e, 5e année, selon 2 parcours, où vous êtes étudiant, ou vous êtes apprenti. Alors, on a aussi un volet formation continue qu'on a évoqué tout à l'heure, pour lequel on a formé plusieurs apprentis et qui est en cours je dirais, de mise à jour. Donc, pour le moment, j'en parle pas. Donc, le statut d'apprenti se fait en collaboration avec l'IFRIA, qui est un centre de formation spécifique de l'agroalimentaire. Alors, l'agroalimentaire, c'est extrêmement intéressant parce que ça concerne les algues. Rappelez-vous qu'on est en Bretagne. L'agroalimentaire, c'est proche de nous. L'agroalimentaire, c'est la 2e industrie en Bretagne, ou plus exactement la première industrie de production, puisque la première, c'est le tourisme. Hein. Donc, si on veut rester à l'école, être proche, avoir une qualité de vie extrêmement importante, c'est ce que nous propose l'IFRIA en proposant des places d'alternants dans les entreprises de tout l'ouest de la France, extrêmement intéressant pour nos apprentis. Alors, on a 50 étudiants par promotion, grosso modo 25-25, hein, entre étudiants et apprentis, ce qui reste complètement à taille humaine, tout le monde se connaît. Alors, le chiffre de 100%, évidemment, c'était l'avant-Covid, puisque certaines industries se sont repliées sur elles-mêmes, hein, l'aéronautique, l'automobile, etc. Et puis, c'est reparti pour les débouchés, le salaire moyen à la sortie de l'école. Et sur la droite de la diapo apparaît maintenant les matières, enfin, ou les groupes de matières que vous allez trouver, la répartition. Vous voyez, un ingénieur industriel, comment on dit? En fait, un ingénieur génie industriel, pour le qualifier, il n'est pas c'est pas un ingénieur en mécanique, c'est pas un ingénieur en informatique, mais c'est lui qui commande tous les autres ingénieurs. Hein, c'est ça l'idée, c'est l'homme orchestre en fait.
Donc, évidemment, il faut le former dans l'ensemble des matières et il a un spectre de formation extrêmement équilibré. Donc, sur ces deux parcours, que ce soit en troisième année, quatrième année ou cinquième année, c'est une approche par compétences avec des mises en pratique dès la troisième année. Oubliez le temps où la première année était que théorique, c'était tout juste une mise à niveau de la prépa en quelque sorte, et puis la deuxième année côté pratique. Dès la première année, il y a des compétences métiers qui sont abordées et la pédagogie en mode projet et beaucoup de TP. C'est pour ça que les étudiants, j'entendais BTS, licence pro, etc., réussissent particulièrement bien. Donc, pour les étudiants, on a 12 semaines de stage en troisième année, 12 semaines de stage en troisième année à l'international, de préférence, en 12 semaines en quatrième année, ce qu'on appelle le stage ingénieur, assistant ingénieur, ingénieur adjoint, et en dernière année, 20 semaines de stage, le fameux projet de fin d'études, le stage ingénieur. Pour les apprentis, ils passent grosso modo un mois en entreprise, un mois à l'école, en commençant par un mois à l'école, pardon. Hein, et ça représente 22 semaines à l'école et 30 semaines en entreprise par an. Mais le rythme de l'alternance, si vous voulez le détailler, je l'ai par ailleurs. En cinquième année, les étudiants et les apprentis ont la possibilité de faire un semestre à l'étranger. On a des accords avec Vigo, on a des accords avec Aalborg, et on a le Canada aussi. Ou bien, si vous restez à Lorient, vous pouvez aussi suivre les cours spécialisés d'un master recherche. Ça veut dire en même temps que le diplôme d'ingénieur, ce qui signifie que vous avez un double diplôme, hein, un master et un diplôme d'ingénieur. Évidemment, si vous vous engagez dans un master recherche, c'est que vous avez l'intention probablement de poursuivre vos études et pourquoi pas aller jusqu'en thèse. Et on a des thèses qui se font avec les entreprises qu'on appelle les thèses CIFRE. Également en cinquième année, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas en apprentissage bien entendu, de travailler pour une entreprise et en même temps de suivre vos études. C'est ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation. C'est un rythme très proche de l'apprentissage, mais uniquement pour la dernière année. Voilà. Alors, voilà le profil d'entrée de nos étudiants. Donc, je devais avoir une question et la personne qui m'a parlé de Clio tout à l'heure peut constater avec la grande part orange qu'on n'a pas de limitation ni en apprentissage ni en étudiant. Donc, on va regarder un petit peu. On va commencer par les prépas. Donc, on a des prépas, soit des prépas qu'on peut qualifier quasiment d'intégrer, ce qu'on appelle les PEI, parcours élève ingénieur, ou des prépas classiques, les fameuses CPGE. On atteint maintenant un recrutement d'entrée autour d'une vingtaine de pourcents. Et puis on a les DUT, oui je dis encore DUT, bien qu'ils viennent de se transformer en BUT, mais on a les DUT. Donc HSE, hein, hygiène, sécurité, environnement, pour le volet plutôt management des risques. Clio, hein, qualité logistique, GE2I et GIM, génie industriel et maintenance. Et dans les autres, on a des DUT GMP aussi. Voilà. Et puis des licences, master ou docteur, enfin, on dit LMD, mais non, on n'a pas de docteur qui rentre en niveau ingénieur quand même, mais on peut avoir des masters qui rentrent ici. Voilà. Voilà un peu le profil de nos étudiants et on n'a aucune limite, si vous voulez, le nombre de places. Pour le moment, on a une cinquantaine d'étudiants par promo. On peut monter, si je dis une bêtise, Perrine me reprend, on peut monter sans problème jusqu'à 60. Alors, pour ce qui est de la question que j'ai eue sur Clio, est-ce qu'il y a une limite par parcours? Non. Vous pouvez très bien postuler à l'apprentissage.
Et en fait, vous allez être admis en apprentissage si vous remplissez les critères d'admission, mais également si vous avez une entreprise. Donc, ce sera la condition, en quelque sorte, de trouver une entreprise. Sinon, vous serez admis en tant qu'étudiant. Hein. Mais pour le moment, on a sans problème, on n'a vraiment pas de problème de place. Donc, nos journées portes ouvertes, c'est la nouvelle. C'est à la fois le 29 janvier, donc ce samedi, si vous pouvez venir et interroger des étudiants qui seront là, des apprentis qui seront là, sans aucun doute. Mais on fait une autre journée aussi le 26 février. Donc, vous êtes les bienvenus à l'école. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions. En termes de calendrier de recrutement, donc si vous souhaitez faire la voie de l'apprentissage, je vous conseille quand même de postuler dès la première session. On a plusieurs sessions de dépôt de dossier, hein, la première limite étant le 6 février. Et vous saurez si vous passez l'oral le 24 février et les oraux auront lieu le 3 mars. Alors pourquoi je conseille de postuler dès la première session? C'est simplement qu'il faut un petit peu de temps pour trouver un contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise, parce que même si on vous admet, il faut ce fameux contrat en entreprise et il faut avoir le temps de démarcher, de le trouver, etc. Il y a une deuxième session qui est en même temps que le statut juste étudiant, donc c'est le 27 avril, et les oraux ont lieu dans la deuxième quinzaine de mai. Et pour les apprentis, on a aussi quelques dossiers qu'on étudie, mais en général, on en a très peu. On en a très peu simplement parce que même si on les étudie et qu'on les accepte, c'est compliqué là de trouver une entreprise à cette période-là, hein, en général. Voilà. Et la première, postuler à la première session d'apprenti permet d'aller aux job dating qui sont organisés. Donc, il y en a un au sein de notre école le 24 mai à Lorient et il y en a qui sont organisés à Rennes sur le salon des industries de l'agroalimentaire à Rennes début mars. Donc, c'est quand même extrêmement rassurant d'avoir sa place à l'école et l'entreprise dès la mi-avril, par exemple. Et là, vous êtes tranquille et vous allez passer de bonnes vacances. Voilà. Donc, j'ai d'autres questions. Donc, pour répondre à Amélie, je crois, l'étude du dossier, quels sont les critères? Alors, les critères sont les mêmes, quel que soit votre DUT ou votre diplôme d'origine. Donc, il y en a un qui est extrêmement important, c'est le niveau d'anglais. La commission du titre d'ingénieur, qui nous accrédite pour délivrer le titre d'ingénieur, exige un TOEIC à 785. Ce qui signifie que si vous avez un très mauvais niveau d'anglais à l'entrée, on ne pourra pas vous diplômer à la sortie, ce qui est très dommage. Donc on regarde, on est très, très attentif au niveau d'anglais. Il y a le niveau scientifique. Est-ce que vous avez fait des mathématiques à un moment dans votre parcours? Est-ce que vous avez fait un peu de physique ou de la chimie ou de la biologie, etc. Et puis, on va regarder l'ensemble des matières. Vous avez vu que le génie industriel, c'était un homme orchestre, une femme orchestre. Il y en a de plus en plus des femmes, et on a beaucoup de femmes en génie industriel. Donc, pour ça, il faut avoir une ouverture sur différentes matières très importante. Donc, on va regarder aussi les autres matières. On ne va pas regarder que la physique et que les maths. Loin de là. Vos expériences professionnelles seront appréciées aussi. Et puis votre motivation, votre projet personnel dans la lettre que vous faites de motivation, donc soignez-la. Et puis aussi l'investissement personnel que vous avez dans la vie associative, les hobbies, les voyages, quelqu'un qui est ouvert sur le monde, quelqu'un qui a des activités associatives importantes, eh ben, voilà, il aura une note supplémentaire, ce qui peut compenser un niveau scientifique un peu plus faible, etc. Voilà. Voilà pour les critères que l'on utilise. Et puis, je crois que ma dernière diapo, c'est le rythme de l'alternance. Hein. Vous voyez que c'est un mois, un mois. Évidemment, l'été, vous êtes complètement dans l'entreprise quand l'école ne fonctionne pas.
Et il y a une période un peu plus longue dans la 2e année de l'alternance qui doit vous permettre d'aller à l'international. Une mobilité internationale est exigée, que vous soyez étudiant ou apprenti. C'est exigé pour délivrer le titre, tout comme votre niveau d'anglais, tout comme l'école exige aussi un niveau de français. On vous fait passer le test Voltaire. Et puis, la dernière année, la 5e année, là, c'est grosso modo 6 mois à l'école, 6 mois en entreprise. Voilà.